pour rebondir donc sur ce que disait Pierre-Yves, parce qu'il a dit quelque chose de très juste, il y a eu des termes clés dans son introduction qui sont essentiels pour notre sujet. Il y a notamment cette expression de pays non aligné. Alors évidemment, il est impossible de qualifier la Hongrie de pays non aligné. La Hongrie est membre de l'UE et de l'OTAN. Mais si on s'attarde un peu sur ce qu'on pourrait maintenant nommer la doctrine de Viktor Orban, puisqu'il a eu suffisamment de temps pour la développer, la présenter, la mettre en œuvre, puisque ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir, et que là il vient de rempiler pour un 4e mandat consécutif, c'est son 5e, on voit bien que Viktor Orban, contrairement à beaucoup d'autres dirigeants, notamment d'Europe centrale et orientale, ou d'Europe post-communiste, les anciens pays dits de l'Est, d'Europe de l'Est, Viktor Orban tient à... il tient à une certaine doctrine hongroise qui est bien plus ancienne, qui a environ un siècle, qui est la volonté de tendre vers la neutralité. Je dis bien tendre vers, puisque c'est quelque chose qui semble impossible à atteindre, tant la Hongrie, de par sa position géographique et de par son poids réel dans la politique internationale, ne peut atteindre cette neutralité. Petit rappel contextuel historique. L'amiral Horthy, qui était le régent de la Hongrie durant l'entre-deux-guerres, après le dépeçage en règle de l'Empire d'Autriche-Hongrie, avait voulu, justement, c'était le premier à vraiment vouloir mettre en place, avec une Hongrie qui avait recouvré son indépendance, bien qu'amoindrie, il voulait mettre en place cette neutralité. C'est évidemment l'Allemagne qui a dit que ce n'était pas une option. Pour faire très clair, Hitler a dit c'est avec ou contre nous. Donc, pour la Hongrie, le choix du moindre mal, c'était de rejoindre l'Axe, puisque l'autre choix, c'était l'URSS. Je vous rappelle qu'on est au début des années 20. Et donc, la Hongrie n'a jamais pu atteindre cette neutralité tant désirée, tant recherchée. Après, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, la Hongrie se retrouve dans le bloc communiste. Là, pareil, impossible de sortir du bloc communiste. Impossible d'atteindre une véritable neutralité. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que la révolte de 56, octobre 56, a permis à la Hongrie d'avoir ce qu'on pourrait qualifier de régime spécial ou de traitement spécial au sein du bloc de l'Est, qui lui a valu le surnom de baraque la plus gaie du camp, sous-entendu que c'était l'endroit où on souffrait le moins dans le bloc communiste. D'ailleurs, beaucoup d'apparatchiks russes venaient passer leurs vacances en Hongrie, c'est pas un hasard. Et voilà, donc ça c'est très rapidement une petite mise en perspective historique pour rappeler que la Hongrie a, depuis qu'elle a retrouvé son indépendance à l'issue de la Première Guerre mondiale, la volonté de tendre vers la neutralité, c'est-à-dire donc de ne pas faire partie d'un bloc, de ne pas faire partie d'un empire, de ne pas être soumis à une force étrangère. Évidemment, comme je viens de le rappeler, et comme vous le savez, ça n'a pas du tout été le cas, et c'est pour ça que j'insiste sur tendre vers. C'est ce que fait Viktor Orban. C'est ce que fait Viktor Orban depuis 12 ans, où, évidemment, la Hongrie fait partie du bloc euro-atlantique, mais il cherche à diminuer l'emprise de puissances étrangères sur la politique hongroise, sur la vie de tous les jours des Hongrois et l'avenir du pays, en se ménageant un maximum d'opportunités pour pouvoir diversifier les partenariats et ainsi diminuer la part, en particulier aujourd'hui, des États-Unis et de l'Allemagne dans la politique hongroise. Je dis bien États-Unis et Allemagne parce que la Hongrie en faisant partie du bloc euro-atlantique et évidemment d'un point de vue géostratégique soumise aux États-Unis, c'est le grand frère de l'Alliance atlantique, mais d'un point de vue économique, c'est l'Allemagne qui domine véritablement la Hongrie, et c'est un secret de polichinelle, l'Allemagne est véritablement celle qui donne le là pour l'économie hongroise et l'industrie hongroise. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous êtes le genre de public qui sait ce genre de choses.
à la sortie lorsque l'Union soviétique s'est terminée, il y a donc eu une réorganisation de l'économie en Europe centrale, et c'est l'Allemagne qui est la grande gagnante de ce qu'on pourrait qualifier d'OPA hostile sur tous les moyens de production des pays d'Europe centrale. C'est ce qui lui a permis de constituer un hinterland, qui est donc véritablement une ceinture de pays ateliers, et ce qu'on appelle les pays du Visegrad, les pays du groupe de Visegrad, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, sont véritablement un des atouts majeurs de l'Allemagne sur le plan économique et donc politique, et en particulier au sein de l'Union européenne. Bref, la Hongrie est dépendante de l'Allemagne d'un point de vue économique. C'est à ce jour toujours son principal partenaire commercial. Pratiquement toute l'industrie hongroise est liée, je schématise évidemment, mais l'industrie hongroise est essentiellement liée à l'industrie automobile, et évidemment qui dit automobile en Europe dit Allemagne. Donc la Hongrie a une forte dépendance vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc c'est pour limiter cette influence de l'Allemagne et donc de l'Union européenne et de toutes les dérives qu'on a vues, en particulier au cours des 10 dernières années. Il y a une accélération dans les dérives eurofédéralistes et d'évolution sociétale en Europe. Pour empêcher cela, Viktor Orban a une stratégie très simple: diversifier au maximum les partenariats économiques pour diminuer la part de l'Allemagne en particulier. D'où la politique d'ouverture à l'Est de Viktor Orban. C'est un des chapitres du livre, qui a fait que Viktor Orban a recherché, en reprenant les codes de la diplomatie traditionnelle, à ne pas s'intéresser à la politique intérieure des partenaires et des autres pays, mais à aller chercher l'intérêt commun avec chacun. Ce qui lui a permis d'avoir à la fois de très bons rapports avec les États-Unis à certains moments. Alors quand c'est les démocrates, ça marche moins bien. Mais lorsque c'est Trump, les rapports étaient excellents. Mais aussi avec la Russie, et aussi avec la Chine, et la Turquie, et Israël, et l'Égypte, et tout un paquet d'autres pays, parce que, voilà, et la Corée du Sud aussi, très, très important partenaire pour la Hongrie, et notamment Viktor Orban ouvre de plus en plus la possibilité à la Corée du Sud de développer sa production automobile en Hongrie pour diminuer la part de l'industrie automobile allemande en Hongrie. Bref, vous avez compris, il cherche à avoir un maximum de partenaires pour que les Allemands en particulier ne puissent pas autant lui donner d'oukase. Évidemment, c'est toujours le cas, mais le but est de diminuer cette part. Pourquoi cette longue introduction sur cette situation ? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'expliquer la situation actuelle avec l'Ukraine. Vous aurez remarqué que depuis qu'il y a eu l'invasion russe, puisqu'en fait, on sera d'accord pour dire que en fait, la guerre en Ukraine dure depuis 2014, on va dire, il y avait une intensité moindre, évidemment, mais depuis 24 février, la Hongrie, on en entend beaucoup parler dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pourtant, la Hongrie, comme tout pays voisin de l'Ukraine, puisque la Hongrie donc, a une frontière terrestre avec l'Ukraine, rappelons-le, la Hongrie n'est pas un pays hostile à l'Ukraine. C'est un pays qui a tout de suite mis en place des structures d'accueil pour les réfugiés. C'est un des pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Il y a eu de l'aide humanitaire envoyée. Simplement, ça a commencé à se corser lorsque la Hongrie a dit « En revanche, nous n'acceptons pas que des armes transitent par notre territoire et passent la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. » Et surtout, lorsque la Hongrie a commencé à dire « Sur la question de l'énergie, nous ne céderons pas, et malheureusement, désolé pour les Ukrainiens, mais nous n'accepterons pas leur demande parce que les intérêts stratégiques hongrois font qu'il est impossible de renoncer au gaz et au pétrole russe. » Là, il y a un élément important à rappeler. La Hongrie est dépendante à environ 65% du pétrole russe, 65% du gaz russe, 85% du pétrole russe, et même pour l'uranium, la Hongrie a une centrale qui fait 40% de son électricité, c'est une centrale de construction soviétique, et même pour l'uranium nécessaire pour la centrale, c'est évidemment Rosatom qui fournit.
Donc, et ça, cette situation-là, c'est pas Viktor Orban qui l'a mise en place, c'est une situation dont il a hérité. Depuis le changement de régime, la Hongrie est dans cette situation de dépendance. Donc on ne peut pas accuser Viktor Orban d'avoir mis en place cette dépendance énergétique, et compte tenu de l'ampleur de la dépendance énergétique, du fait que la Hongrie n'a pas d'accès à la mer, et que ça reste un pays pauvre, il ne faut pas oublier que c'est un petit pays, qui n'a pas de grand capital, qui n'a pas de grands investisseurs, qui n'a pas de... La bourse de Budapest ne compte pas vraiment beaucoup dans le monde, n'est-ce pas? Donc c'est un pays qui n'a pas les moyens de diversifier aisément ses approvisionnements énergétiques. Pour autant, Viktor Orban a travaillé sur la diversification, notamment en discutant avec les Turcs et les Azéris, et il y a des moyens pour diversifier. Mais pour l'instant, l'énergie russe reste celle qui est la moins chère pour les Hongrois. Donc il faut réaliser que Viktor Orban, qui a notamment été élu et réélu sur la défense des foyers pauvres et leur accès à une énergie bon marché, une énergie domestique bon marché, s'il venait à céder sur ce point-là, il s'apprête complètement à un des piliers de sa politique électoraliste et nationale. Donc la défense des foyers pauvres et leur accès à l'énergie bon marché, c'est fondamental pour Viktor Orban. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne peut pas lâcher sur la question de l'énergie, du gaz et du pétrole en particulier. Et ça, c'est aussi très important pour comprendre son positionnement, qui n'est pas idéologique. Viktor Orban est quelqu'un qui est pragmatique, on peut même qualifier de machiavélique, si on veut, au sens premier. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui regarde froidement les intérêts stratégiques, et ne met pas d'émotionnel, ne joue que très peu sur l'émotionnel dans la politique. Il s'est justement volontairement construit une image de dirigeant stable et rationnel. C'est une image qu'il a construite au fil du temps, et c'est pour ça qu'il défend l'approche totalement apolitique, j'ai envie de dire, de l'approvisionnement énergétique. Alors évidemment, ça ne va pas sans faire de vagues. Parce que l'Union européenne et les États-Unis ont vu là une occasion formidable de se couper de la Russie, parce que pour des raisons idéologiques, en revanche, il y a un certain nombre de partis, de pays qui voudraient une rupture entre l'Europe et la Russie. Sur tous les plans. C'est ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est acté maintenant, que ça plaise ou non. Mais, comme je vous disais, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour Viktor Orban tant qu'il est au pouvoir. Il ne peut pas lâcher là-dessus. Parce que ça serait pour lui l'effondrement de tout ce qu'il a construit depuis qu'il est au pouvoir, depuis 12 ans, de l'essence de sa stratégie. Et donc ça, c'est quelque chose qui met la Hongrie dans une situation très difficile, qui est cette situation d'équilibriste aujourd'hui, où d'un côté, elle doit gérer des négociations avec une Union européenne dont les institutions lui sont déjà hostiles depuis longtemps, et avant même la guerre en Ukraine, le conflit entre les institutions européennes et la Hongrie, vous avez peut-être suivi ça de près ou de loin, ce conflit a déjà commencé à s'envenimer. Sa réélection n'a pas arrangé les choses. À chaque fois qu'il est réélu, il a droit à des sanctions supplémentaires. Une drôle de façon de célébrer la légitimité démocratique au niveau européen. Donc il a d'un côté une Union européenne qui est somme toute assez unitaire sur l'approche de la gestion de la Russie, même si il faut revenir sur la position de l'Allemagne et de l'Autriche ici. Et de l'autre côté, il y a l'Ukraine, qui évidemment non seulement est un pays voisin, mais aussi aujourd'hui qui est au centre de toutes les attentions et qui a un poids important aujourd'hui dans la communication. Mais j'insiste sur le terme communication, parce qu'en réalité, l'Ukraine n'a pas un vrai poids en termes géopolitiques. Et c'est pour ça que ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est une vraie tragédie. Le conflit est en train de durer. Certaines parties ont intérêt à ce que ça s'enlise et que ça dure. Et c'est au détriment des Ukrainiens. Personne ne veut vraiment mourir pour l'Ukraine. Personne. Ni les États-Unis, ni même les Polonais. Et donc, il y a encore en Ukraine peut-être l'illusion que toute l'Europe est derrière eux en bloc, etc. C'est évidemment faux. L'Ukraine est aujourd'hui utilisée de manière complètement
pourrait dire immoral, amoral, mais c'est aussi la politique. Et pour la Hongrie, c'est une situation qui est délicate parce que, alors que nous sommes dans le règne de l'émotionnel de plus en plus, alors que les décisions politiques sont de plus en plus appuyées sur de simples coups de communication, lutter face à la communication qui se construit sur la narration de la guerre en Ukraine, c'est très très difficile. Viktor Orban, cela dit, au niveau national, a réussi à désamorcer ça avant que la sauce ne prenne. Il a justifié notamment, par exemple, le fait de ne pas livrer d'armes à l'Ukraine et de refuser que les alliés, donc que l'OTAN livre des armes à l'Ukraine via la Hongrie, en disant qu'il est hors de question d'impliquer directement ou moins directement la Hongrie dans la guerre. Livrer des armes, c'est déjà s'impliquer dans une guerre, d'un point de vue militaire, c'est un premier degré d'implication. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a en Ukraine, je reviendrai, je ferai une parenthèse là-dessus, une minorité hongroise. De l'autre côté de la frontière hongroise, vous regarderez une carte, de l'autre côté, entre la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine, de l'autre côté de la frontière, côté ukrainien, il y a environ 120 à 150 000 Hongrois. Et Viktor Orban a encore une fois justifié en disant, on sait très bien que lorsqu'il y a des livraisons d'armes, il y a des chances que les Russes frappent les livraisons d'armes dès lors qu'elles sont sur le territoire ukrainien. Donc si ça passait la frontière magyaro-ukrainienne, il pourrait y avoir des frappes là où résident les Hongrois. Maintenant, si on creuse un peu et qu'on va au-delà de la communication, la Hongrie, en tant que membre de l'OTAN, ne s'est pas opposée en réalité au transit d'armes par la Hongrie. Il y a beaucoup d'armes qui ont transité par la Hongrie, mais qui sont rentrées en Ukraine par la Slovaquie ou par la Pologne. Simplement, pas par la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. Ça, on parle beaucoup du en même temps d'Emmanuel Macron, mais Viktor Orban est très doué là-dedans aussi pour savoir en même temps dire non, la Hongrie ne livrera pas d'armes et on ne laissera pas d'armes transiter via la Hongrie pour aller en Ukraine, mais il joue sur les mots parce qu'en réalité, il y a des armes qui ont transité par la Hongrie pour l'Ukraine, simplement, elles n'ont pas passé les douanes hongroises. Voilà. Et ça c'est quelque chose sur quoi, c'est typiquement le genre de petite ruse ou de communication que Viktor Orban est capable de développer pour à la fois ménager la chèvre et le chou. Parce que lui, il est au milieu et tout à l'heure, on disait la Hongrie n'est pas un pays non aligné, parce que la Hongrie n'en a pas les moyens. La Hongrie n'a pas les moyens de la Russie, la Hongrie n'a pas les moyens de la Turquie, la Hongrie n'a pas les moyens de la France. La France, s'il y avait une volonté politique, pourrait être un pays non aligné, mais ça c'est un autre sujet, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Mais la Hongrie n'en a pas les moyens. Donc, au sein d'un bloc, la Hongrie doit trouver à chaque fois la façon de faire ce travail d'équilibriste. Il y a aussi, donc je vous évoquais, c'est important, je vous évoquais aussi, pour mieux saisir, mieux cerner les rapports entre la Hongrie et l'Ukraine, qui sont exécrables aujourd'hui, très mauvais, je vais vous donner quelques exemples. Il y a des choses qui ne remontent pas à hier. C'est-à-dire que je vous disais qu'il y a cette minorité hongroise donc, qui vit en Ukraine, ce n'est pas une minorité de Hongrois qui se sont installés en Ukraine. Ils sont là depuis 11 siècles. Ils n'ont pas bougé. Ce sont les frontières qui ont changé. Et donc, ces Hongrois d'Ukraine, en 91, lorsque l'Ukraine a pris son indépendance, est devenu un État indépendant, en 91, il y a eu un référendum régional pour voir si les gens voulaient une autonomie de la région, ce qui concernait donc notamment les Hongrois de cette oblast, de cette province. Ce qu'on appelle, c'est la province en fonction de où on est par rapport aux Carpates, c'est la province de Subcarpathie pour les Hongrois ou Transcarpathie pour les Ukrainiens, ce que en ukrainien on appelle Zakarpatia. Et donc cette province, là où il y a cette minorité hongroise, a voté pour l'autonomie. Kiev a toujours refusé de donner cette autonomie. Et ça a été, dès le départ, dès la création de l'État ukrainien, une pomme de discorde entre Budapest et Kiev. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a eu plein d'autres éléments, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le dernier en date et le plus important, c'est la réforme, la loi linguistique votée par Kiev en 2019, qui avait pour but, évidemment, de viser les russophones d'Ukraine. Seulement, par effet ricochet, ça a touché aussi d'autres minorités, dont les Hongrois, et notamment, ça a signifié la fin, dans un certain nombre de structures culturelles ou d'éducation, la fin de l'usage du hongrois. En plus d'une vague de
très jacobine de rejet du hongrois, avec toutes sortes de problèmes qui n'existaient pas avant. Par exemple, le fait dans un magasin de refuser de répondre en hongrois ou de parler hongrois, ce genre de choses, alors qu'on parle de communautés qui vivent ensemble depuis toujours et qui avant n'avaient pas ce genre de problème. Donc il y a aussi eu ce genre de conflit. Et puis ça continue à s'aggraver. Il y a eu un certain nombre de responsables locaux qui ont été mis sur des listes par des extrémistes menacés de mort. Donc je parle de responsables hongrois, des responsables culturels notamment, de la minorité hongroise, qui ont été menacés de mort. Il y a eu des défilés de groupes extrémistes dans cette province qui menaçaient les Hongrois de mort, qui leur disaient de rentrer dans leur pays, etc. Même des hommes politiques hongrois de premier plan, dont Viktor Orban, qui sont sur une liste de nationalistes ukrainiens comme ennemis de la nation et qui sont, en gros, leur tête est mise à prix, entre guillemets, c'est évidemment symbolique, mais il n'y a eu aucune communication ou condamnation des autorités ukrainiennes pour ce genre de choses. Et là, donc j'avance un peu, on revient à l'actualité. La Hongrie, donc, comme je vous disais, est un des pays qui a le plus aidé les civils ukrainiens. Ça, en revanche, là-dessus, il n'y a eu vraiment aucun problème, parce qu'on fait la part des choses. Des gens qui passent une frontière, qui sont des réfugiés, qui sont essentiellement des femmes et des enfants. D'ailleurs, le contraste, la dernière fois que j'étais au Cercle Aristote, c'était en 2015, c'était pour parler notamment de la crise des migrants, donc de l'été 2015. Le contraste est saisissant, puisque là, les réfugiés sont dans une écrasante majorité des femmes et des enfants. Ils sont reconnaissants, ils sont pas du tout problématiques, tout se passe très bien et il y a eu un très bon accueil de la population, des autorités et tout s'est très bien passé. Il n'y a pas du tout eu les heurts et les problèmes d'insécurité qu'on a eu en 2015 avec les soi-disant réfugiés qui en fait étaient des migrants, évidemment, qui saisissaient une opportunité de passer illégalement des frontières. Donc là, tous ces réfugiés ukrainiens ont été pris en charge par l'État hongrois. Très peu restent en réalité en Hongrie. Beaucoup continuent leur chemin vers l'ouest, mais il n'empêche que la Hongrie a fait sa part pour aider les réfugiés ukrainiens. Jamais les autorités ukrainiennes n'ont communiqué pour remercier la Hongrie, et ça va même plus loin. On a des témoignages de députés qui, dans des sessions interparlementaires ou dans des groupes de travail de l'OTAN, en visioconférence avec des responsables ukrainiens, eh bien, ont constaté que lorsque dans leurs propos préliminaires, lorsque les responsables ukrainiens énuméraient tous les pays qui avaient aidé les civils ukrainiens, ils omettaient volontairement la Hongrie. Donc, ça a amené à une escalade parce que le fait qu'ils soient en guerre, c'est une chose, ça ne change rien aux règles de diplomatie. Et récemment, pas plus tard que samedi dernier, le président de l'Assemblée nationale hongroise a fait une déclaration où il disait que Zelensky était quelqu'un qui avait certainement des problèmes mentaux, parce qu'on ne fait pas de la diplomatie comme ça. C'est complètement hallucinant d'être agressif et d'avoir des exigences envers un pays qui vous aide, et qu'au lieu de remercier, on exige et on condamne le fait de ne pas aider plus. Et ça n'a jamais été comme ça dans la diplomatie, c'est hallucinant. Et évidemment, la réponse d'officiels ukrainiens, ça a été que les Hongrois ont un ADN, je ne sais pas si on dit une ADN fasciste, évidemment, donc c'est toujours la guerre de qui est le plus nazi. Et donc les Hongrois c'est une position qui n'est pas surprenante de la part des Hongrois, je cite, parce que dans l'histoire, la Hongrie a souvent choisi le camp du mal. Voilà, c'est le niveau de la diplomatie ukrainienne. Donc vous comprenez qu'il y a aussi des tensions entre le gouvernement hongrois et le gouvernement ukrainien. Et ça, c'est un choix volontaire du gouvernement ukrainien. Mais alors pourquoi ? Pourquoi s'aliéner un des pays qui aide l'Ukraine, même si ce n'est pas le pays qui l'aide le plus ? Pourquoi ? D'ailleurs, parenthèse, les exigences sur le fait que la Hongrie devrait couper son approvisionnement en gaz et en pétrole russe, les Ukrainiens exigent ça pour attaquer la Hongrie dans les médias et au niveau européen, mais en réalité, la Hongrie est le deuxième fournisseur de gaz en ce moment à l'Ukraine, et c'est notamment du gaz russe. Ça, c'est l'ironie de la chose aussi. Et évidemment, les Ukrainiens savent très bien que les Hongrois ne vont pas couper, ils savent très bien que les Hongrois ne vont pas se passer du gaz russe, mais dans le discours public,
C'est utile. Et c'est utile à quoi? Eh bien, l'Ukraine a un objectif important. Zelensky, du moins, a un objectif important, c'est rejoindre l'Union européenne. Vous avez peut-être noté que Zelensky et son parti ont récemment rejoint un groupe au Parlement européen, ALDE, le même groupe que Macron, c'est-à-dire les centristes, les extrémistes centristes européistes du Parlement européen. Et donc, quoi de mieux que d'attaquer une cible facile, qui n'a pas vraiment de soft power pour contre-attaquer, qui est relativement isolée au niveau du bloc européen. Quoi de mieux que d'attaquer quelqu'un qui est déjà une cible favorite pour les technocrates bruxellois, pour donner gage d'européanité, pour montrer qu'on est prêt à rejoindre l'Union européenne, puisqu'on condamne déjà le terrible autocrate qui ne veut pas que ses citoyens meurent de froid l'hiver prochain. Donc ça, c'est pour... Je crois qu'il y a quelques éléments déjà qui permettent de voir plus clair sur les raisons de ce rapport conflictuel entre la Hongrie et l'Ukraine. Et puis, je voudrais encore faire une petite note sur l'Allemagne et la Russie. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait revenir sur l'Allemagne. C'est le moment, lorsque on dit que la Hongrie s'oppose à couper l'énergie russe, oui, et l'Allemagne et l'Autriche? Parce que ça, on en parle moins, alors que c'est des pays qui ont autrement plus de poids. Pourquoi? Parce que la Hongrie, il n'y a pas de conséquences, parce que c'est facile d'attaquer la Hongrie de Viktor Orban, qui est déjà un mouton noir pour les institutions européennes, et pendant ce temps-là, l'Allemagne, c'est quand même un autre morceau. Et s'aliéner l'Allemagne, c'est pas le meilleur plan pour entrer dans l'Union européenne, alors que attaquer Viktor Orban, bon, ça coûte rien. Au contraire, ça rapporte des points. Et donc, une fois de plus, en réalité, la Hongrie prend pour l'Allemagne, et là je refais une petite parenthèse historique par rapport à 2015. En 2015, lorsqu'il y avait la crise des migrants, tout le monde en Allemagne ne voulait pas l'immigration à contrôler massive. Et si la Hongrie a pu faire ça, si Viktor Orban a pu faire ça sans avoir plus de sanctions, c'est parce qu'une grande partie du patronat allemand soutenait Viktor Orban contre Merkel. Parce qu'il y avait une guerre interne au sein des cercles de pouvoir en Allemagne, et Viktor Orban était un allié indirect, parce qu'il a une très bonne coopération avec une grosse partie de l'appareil allemand, que ce soit le CDU, le CSU ou le SPD, parce que, encore une fois, là-dessus, lorsqu'on parle d'industrie automobile, et les Hongrois et les Allemands sont très pragmatiques. Donc, là aussi, Viktor Orban, je pense, maintenant on est dans l'hypothèse, dans la théorie, mais je pense que le fait de prendre à nouveau le mauvais rôle dans cette situation, je pense que c'est quelque chose qu'il va pouvoir utiliser dans des négociations avec l'Allemagne, parce qu'il aide les Allemands à temporiser. L'Allemagne ne peut pas se passer du gaz russe. L'hiver approche, alors c'est difficile de dire, ça paraît bizarre de dire ça maintenant où on approche de l'été, mais en fait, ça va très vite être fini. Dans 3 mois, il va commencer l'utilisation du gaz va augmenter à nouveau. Et si l'hiver prochain, l'Allemagne n'a pas trouvé une solution, ça peut être catastrophique pour l'Allemagne et pour l'économie allemande, mais aussi pour les particuliers allemands. Donc, pour l'Allemagne, il faut temporiser, et la Hongrie sert aussi à ça. La Hongrie a, là aussi, encore une fois, on est dans la théorie, c'est ma théorie, mais je pense que la Hongrie fait aussi un travail en partenariat, en sous-marin, on va dire, avec l'Allemagne, pour à la fois pouvoir défendre ses intérêts, et en même temps, donc direct, je parle de l'approvisionnement énergétique, et en même temps, sur une dimension un peu plus élargie, continuer à gagner des points au sein de l'Allemagne, au sein des cercles dirigeants allemands, pour en réalité continuer à pouvoir défendre son point de vue au niveau de l'Union européenne sans avoir plus de sanctions. Alors évidemment, c'est un pari, parce que le gouvernement Scholz est moins stable que celui de Merkel. On voit que les Verts, notamment, sont beaucoup plus agressifs, beaucoup moins rationnels. Ils sont beaucoup moins impliqués. Enfin, c'est des cercles qui sont beaucoup moins proches des milieux industriels. Bref, je vais faire la parenthèse allemande, mais tout ça pour vous dire, gardez à l'esprit que lorsque la Hongrie prend une décision où
regardez toujours le lien avec l'Allemagne, regardez toujours quel est l'intérêt potentiel pour l'Allemagne, parce que ça vaut le coup de creuser, il y a souvent quelque chose. Et ensuite, juste une petite parenthèse sur la Russie, il y a beaucoup de fantasmes sur le rapport entre Orban et Poutine. Évidemment, tout à l'heure, Pierre-Yves évoquait Le Point, qui j'ai vu aussi, ça m'a marqué, je l'ai vu pas plus tard qu'hier, cette couverture du Point, donc les diaboliques avec Poutine et Erdogan, bon, c'est ridicule. Orban est aussi un familier, alors évidemment il est un peu moins connu ou vendeur, il est quand même moins gros que Poutine ou Erdogan, mais régulièrement lui aussi est une cible, c'est une cible récurrente des médias, ça mange pas de pain, c'est facile de parler de ce dictateur européen et de tomber dans la caricature. Mais il y a beaucoup de fantasmes sur aussi bien sur cet aspect autoritaire, qui est ridicule, c'est-à-dire quiconque va en Hongrie peut témoigner que c'est tout sauf un pays autoritaire où on se sent oppressé. Quelques amis dans l'Assemblée qui peuvent en témoigner, si vous ne me croyez pas. Allez en Hongrie, allez voir par vous-même ce qui est soi-disant un régime autoritaire, une dictature. C'est un pays où on est objectivement beaucoup plus en sécurité qu'en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Bon. Et y compris en tant qu'étranger. Et donc ce fantasme du mythe de Poutine tentaculaire qui a ses pions en Europe, etc., le mythe de l'amitié entre les méchants dictateurs autocrates, c'est évidemment quelque chose qui est très vendeur, qui est facile à vendre dans la presse, mais qui ne tient pas debout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amitié. Déjà, premièrement, il n'y a pas d'amitié entre les pays. Il n'y a pas d'amitié entre Viktor Orban et Poutine. Il y a beaucoup de documents qui montrent que Viktor Orban s'est toujours méfié de Poutine, mais il y a un rapport qui est pragmatique. Évidemment que pour Poutine, c'est pratique d'avoir un pays dans l'Union européenne qui n'a pas une position aussi atlantiste. Mais évidemment, pour Orban, c'est aussi pratique, ou c'est plus que pratique, c'est extrêmement avantageux d'avoir l'assurance de gaz et de pétrole bon marché. Parce que déjà à l'heure actuelle, et qu'est-ce que ça sera dans 6 mois, on verra, mais déjà à l'heure actuelle, les Budapestois payent 3 fois moins pour leur électricité, par exemple, que les Polonais, les Pragois ou les Hollandais. La Hongrie est un des pays où l'énergie domestique est la moins chère d'Europe. Et ça, c'est du fait d'une relation pragmatique et de long terme avec la Russie. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de Viktor Orban, puisque c'est quelque chose qui était déjà existant avant son arrivée au pouvoir. Il a simplement continué quelque chose qui était un intérêt national hongrois et qui ne pouvait pas vraiment être autrement pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Donc la Hongrie n'a pas d'argent, n'a pas d'accès à la mer et n'a pas de ressources énergétiques propres. Tout simplement. Maintenant, pour conclure cette petite mise en contexte, avant de passer aux questions, évidemment la question se pose toujours, pour vous et pour tous les souverainistes français, quel est l'intérêt de la France dans tout ça? Quel est l'intérêt de la France dans cette situation? Quelle est la raison pour laquelle il est important de se pencher, même sur le personnage de Viktor Orban, ou de suivre l'évolution de la Hongrie dans ce micmac et dans cette guerre par proxy entre le bloc euro-atlantique et la Russie à travers l'Ukraine. Bon, moi je peux vous donner des éléments de réponse, mais les réponses c'est à vous de les trouver et de les apporter, avec le haut patronage de notre cher Pierre-Yves. Mais je crois qu'il y a certains éléments qui sont quand même très clairs. Viktor Orban est la Hongrie en fait du coup est un bon laboratoire de ce qui est possible de faire face aux institutions européennes et de tester leurs réponses. Sachant, encore une fois, je le rappelle, très important pour ne pas faire de parallèle erroné, la Hongrie n'est pas la France. La Hongrie est un petit pays qui n'a pas du tout les mêmes leviers d'influence que la France. Donc si la Hongrie peut faire un certain nombre de choses, soyez assurés que la France, avec la volonté politique, pourrait le faire d'autant plus aisément, et même aller plus loin. Donc de ce point de vue-là, il est très intéressant de suivre ce qui se passe en Hongrie. Et puis aussi, évidemment, comme je vous disais, c'est un bon marqueur de la vraie politique allemande. L'Allemagne, qui actuellement, par exemple, ne veut pas livrer les chars promis à l'Ukraine. En réalité, c'est les Polonais qui sont un peu les dindons de la farce dans cette affaire, parce que les Polonais ont livré déjà leurs chars
à l'Ukraine. Ils avaient la promesse des Allemands que leurs chars seraient remplacés par des Léopard 2, et ils n'ont toujours pas reçu. Le président Duda, le président polonais, a même déjà publiquement dit que l'Allemagne n'avait pas tenu sa promesse. Ça n'a rien changé. Donc quand je vous disais que les Allemands temporisent, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil, parce que l'Allemagne est dans une position très inconfortable. Et puis enfin, il y a peut-être aussi garder en tête le rôle de la Hongrie. Là, je sors de l'Ukraine, mais pour conclure sur la Hongrie, le rôle de la Hongrie dans la coopération avec les Balkans, en particulier avec la Serbie. La Hongrie est le pays de l'Union européenne qui est le plus fait pour soutenir l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne. Alors évidemment, pour ceux qui sont contre l'Union européenne, ça peut paraître peu intéressant, discutable pour le moins, mais il faut bien comprendre la logique de la chose. Pourquoi la Hongrie soutient l'entrée de tous les pays des Balkans dans l'Union européenne? Pour deux raisons. C'est pour, avec le fonctionnement actuel de l'Union européenne, diminuer le poids relatif de pays comme l'Allemagne notamment, et aussi pour des raisons plus nationales. C'est parce que pour la classe d'investisseurs que Viktor Orban essaye de développer, ce sont des endroits où la Hongrie pourra investir. Voilà. L'Ukraine, c'est mort. Les Hongrois ont donc laissé tomber l'idée qu'après la guerre, la Hongrie puisse devenir un partenaire privilégié de l'Ukraine. Mais les Balkans, en revanche, c'est une toute autre histoire. Et donc, c'est pour ça que la Hongrie est un des principaux avocats de l'entrée des Balkans dans l'Union européenne. Voilà, donc je crois qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes à suivre. Même si la Hongrie est un petit pays, même s'il n'y a pas de lien direct avec la France, il est intéressant de voir ce que fait Viktor Orban, qui est quelqu'un qui a la plus grande légitimité démocratique en Europe depuis 12 ans, et ça dure. C'est quelqu'un qui est donc une position qui est très hétérodoxe au sein du bloc euro-atlantique. Et donc, en comprendre les raisons et voir les conséquences que ça peut avoir, je pense que ça peut être très instructif, que ça peut donner des idées. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à suivre ce qui se passe en Europe centrale. Et dans notre petit livre auto-édité, donc Viktor Orban, 12 ans au pouvoir, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent de creuser les raisons pour lesquelles Viktor Orban se maintient au pouvoir, et on présente aussi ses succès et ses échecs. Voilà, et donc je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Pour la Chine, la Chine cherche dans l'Europe centrale et orientale des partenaires qui seraient des espèces d'ancrage qui donneraient à la Chine un point d'entrée sur le continent. Ouais. Je pense qu'on a vu ça notamment, il y a une question qui me semble très très préoccupante, la coopération universitaire. Je finis. La coopération, le campus. Le Fudan, oui. Voilà. Donc, est-ce que tu peux développer peut-être un peu plus sur de la Chine et quels sont les risques? Oui, c'est une question très intéressante parce qu'en effet, la Chine, c'est un acteur qui est de plus en plus présent en Europe centrale, et notamment en Hongrie. On le voit partout dans les Balkans. Il faut se rappeler les investissements chinois dans le port du Pirée, en Grèce, n'est-ce pas? Les crédits chinois au Monténégro, en Serbie, mais aussi les discussions avec les autorités tchèques, par exemple, pour faire des énormes... Il y a un énorme projet de canal reliant le Danube, l'Oder et l'Elbe. Évidemment, il y a aussi le rêve un jour que la Roumanie rentre dans Schengen, ce qui permettrait... il y aurait quand même beaucoup d'infrastructures à développer, mais avec le port en eau profonde de Constanța, ça permettrait de court-circuiter Rotterdam. Donc oui, il y a plein de projets à long terme des Chinois dans cette partie de l'Europe. Ça, c'est en effet quelque chose de très important qu'il faut suivre. Il y a d'ailleurs l'existence d'une structure qui s'appelle la structure 16+1, qui est devenue 17+1 parce que les Allemands n'ont quand même pas voulu que la Chine soit un interlocuteur direct des pays d'Europe centrale sans la présence de l'Allemagne. Donc ils sont très rapidement imposés d'abord comme observateurs, puis comme membres à part entière de la plateforme. Mais tout ça pour dire qu'il y a ces structures qui existent depuis plusieurs années, et il y a tout un paquet de projets, d'investissements et d'infrastructures financés, voire construits par la Chine, dans les Balkans et en Europe centrale. Et en effet, la Hongrie, là aussi, prenez une carte, regardez où est la Hongrie, elle a forcément une position centrale dans tous
tous ces projets infrastructurels et ces investissements chinois. Et au-delà de ça, il y a en effet le fait que la Hongrie la Hongrie d'Orban menant une politique on va dire, de diplomatie non idéologique, on pourrait nommer ainsi, donc accepte que la Chine a sa propre politique. S'ils sont communistes, chez eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Et du coup, ça fait que, bien que membre de l'OTAN et de l'Union européenne, la Hongrie, en effet, est ouverte à des coopérations avec la Chine, comme par exemple avec l'université de Fudan. Donc il y a ce projet, pour ceux qui ne savent pas, il y a un projet de campus géant en Hongrie par l'université de Fudan, donc ça serait le principal campus chinois en Europe, et ça serait à Budapest. Alors là, comme souvent avec Viktor Orban, il met devant le fait accompli ses partenaires, notamment occidentaux, et je pense que ce qu'il faut attendre, c'est la chose suivante. D'abord, il laisse échapper l'information que, ah bah oui, il va y avoir un campus gigantesque en Hongrie, alors là, panique à bord, et puis ensuite, il négocie. Et il négocie avec les partenaires occidentaux et avec les Chinois. Parce qu'il va dire aux Chinois, ah non, je suis sous une pression énorme, il va falloir que vous mettiez plus d'argent. Et puis les partenaires occidentaux vont dire, mais pourquoi je ne pourrais pas accepter un campus chinois? Je ne sais pas, mettez plus d'argent pour nos universités et peut-être qu'on fera un campus plus petit. Et ça marche. Nous en reste 3. Monsieur. Oui, il y a 2 jours, c'était les 102 ans du traité de Trianon. Et Orban, je crois, avait voulu reporter en 2020, officiellement c'était à cause du Covid. Qu'est-ce qu'il en est pour la Hongrie aujourd'hui dans sa politique de un peu ce traumatisme de la fin de l'Autriche-Hongrie? Oh là là, vaste sujet. Moi, je vais faire très court. Donc, rappel historique peut-être pour ceux qui ne savent pas ou pour qui c'est un souvenir un peu flou. 4 juin 1920, je vais y arriver. Donc, le traité de Trianon, c'est un des traités qui a suivi la Première Guerre mondiale. Retire à la Hongrie les 2 tiers de son territoire et de sa population. Dans la majeure partie des territoires retirés à la Hongrie, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus de Hongrois, ou très peu, où ils étaient plus majoritaires. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a quand même 3 millions de Hongrois qui se retrouvent du jour au lendemain en dehors des frontières de la Nouvelle-Hongrie, sans avoir bougé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait volontairement. Le président Wilson, le président américain de l'époque, a dit par la suite qu'ils avaient été intoxiqués notamment par un certain nombre de lobbyistes et qu'ils avaient fait cette décision en se basant sur des données erronées. Moi, je ne crois pas vraiment à ça. Peut-être Wilson en personne s'est fait leurrer, mais je ne crois pas que c'était une simple erreur. Je pense que c'était une politique volontaire pour créer une sorte de zone tampon en Europe centrale qui soit d'une manière durable une zone instable où aucune grande puissance ne pourrait émerger. Bon, c'est une stratégie assez minable qui a amené à ce qu'on sait par la suite et qui aujourd'hui a encore des conséquences. Alors évidemment, le climat est quand même beaucoup plus apaisé, heureusement, et Viktor Orban je conclue là-dessus, je fais très court, Viktor Orban a une stratégie payante qui fonctionne très bien pour pacifier ses rapports avec les pays frontaliers de la Hongrie où il y a encore des minorités hongroises très importantes, exception avec l'Ukraine, évidemment, pour les raisons dites plus tôt. Mais avec la Slovaquie, où il y a encore 550 000 Hongrois, la Roumanie, où il y a 1,2 million de Hongrois, la Serbie, où il y a 300 000 Hongrois. Dans ces pays-là, Viktor Orban a fait la chose suivante. Il s'est assis avec les gouvernements et a dit « Écoutez, vous avez une minorité hongroise qui est là. Il est hors de question pour nous de réviser les frontières, c'est pas une option. Mais on voudrait que ces gens qui vivent chez eux, qui n'ont pas bougé, qui puissent continuer à vivre leur culture pleinement et apprendre leur langue. Et donc, nous, on va financer ça. Donc, on va donner de l'argent hongrois pour le développement de structures dans vos pays, dont bénéficieront tous vos citoyens, en particulier évidemment les citoyens de votre pays, mais qui sont de nationalité hongroise. On fait en Europe centrale, pays d'empire, région impériale, on fait la distinction entre nationalité ethnique et citoyenneté, pour notamment les raisons suivantes, parce qu'il y a des Hongrois de Slovaquie, par exemple, ou des Slovaques de Hongrie, bref. Donc, Viktor Orban a tout simplement dit, voilà, on investit dans les structures culturelles, sportives, éducatives, vous en bénéficiez aussi, et nous,
on vous assure qu'il n'y aura aucun trouble. Et, je rajoute, souvent, ces citoyens hongrois votent bien quand il y a besoin. Alors, on va faire la dernière ligne. On va commencer par vous, monsieur Auffoy. Oui, ça rejoint en fait la question des minorités hongroises qui sont réparties autour du pays. Comment dire, est-ce que la Hongrie n'a pas une politique de très long terme de récupérer justement territorialement, mais même si vous avez dit que non, mais là ça pourrait être une première étape. Comment dire, vous avez l'Ukraine qui peut s'effondrer, l'État peut s'effondrer, et puis il pourrait faire la même chose que les Russes en disant ah ben il y a des populations, la magyarophone, comme les Russes sont intervenus pour les populations russophones, et prendre à récupérer, que ce soit une première étape de récupération d'un territoire magyar, mais en Ukraine. Je peux répondre assez rapidement à ça. Il faut se rappeler que la Hongrie faisait partie de l'Axe, qu'il y a des traités qui sont toujours en vigueur, et que la Hongrie fait partie des pays qui n'ont vraiment pas la possibilité de réviser leurs frontières, parce que ça pourrait être un casus belli. Donc, de toute façon, il y a une dynamique démographique qui est négative, qui est mauvaise, en Hongrie comme ailleurs, et c'est vrai aussi dans les minorités hongroises et dans les pays voisins. Bref, la vérité, ce qui est terrible, mais c'est que Viktor Orban, lorsqu'il est revenu au pouvoir en 2010, il a notamment fait une mesure importante, c'était la distribution de passeports aux Hongrois d'outre-frontières. C'est-à-dire qu'il suffisait de prouver qu'on a des ancêtres qui faisaient partie du royaume de Hongrie pour avoir un passeport hongrois. Mais ça, évidemment, symboliquement, on peut le comprendre, c'est un très beau geste, l'unité nationale, etc., par-delà les frontières. Sauf qu'en réalité, ça permet une chose à Viktor Orban. C'est alors qu'il a un discours anti-immigration et alors qu'il y a un déclin démographique, ça lui permet de répondre à ça en faisant une immigration qui n'en est pas une. C'est qu'en fait, petit à petit, il vide ses territoires autour de la Hongrie, des Hongrois. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça se passe bien avec les pays autour. Ça complète mon propos de juste d'avant. C'est qu'en réalité, au lieu de renforcer ces minorités, petit à petit, il les vampirise en réalité. Donc, je crois que dans ces conditions-là, il est complètement irréaliste de croire que la Hongrie va réviser ses frontières. Voilà. Monsieur. Bonsoir, j'aurais trois questions. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importation de gaz qui se faisait vers l'Ukraine. Si je regarde les tuyaux de gaz officiels, ça passe par l'Ukraine avant d'aller vers la Hongrie. Donc, certains, oui. Alors il y a plusieurs, hein. Évidemment, il y a beaucoup de... Alors, il y a notamment par l'Ukraine, il y a aussi par la Serbie. C'est les deux principaux pour la Hongrie. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, les Ukrainiens ont dit il pourrait arriver quelque chose à ce gazoduc. Des officiels ukrainiens ont dit ça. Enfin, encore une fois, donner un exemple supplémentaire de la nature de la diplomatie ukrainienne. Ça, c'est pour le gaz. Pour le pétrole, c'est plus sécurisé. Mais, encore une fois, comme il y a... il faut voir ça, c'est une toile. Hein. Les réseaux gaziers, c'est une toile. Alors, il y a des veines principales. Un des principaux gazoducs passe par l'Ukraine, mais même s'il venait à être détruit, pour l'instant, si ce gazoduc principal passant par l'Ukraine venait à être détruit, la Hongrie pourrait toujours, via les autres canaux, compenser. Donc ça, il n'y a pas de problème a priori. Deuxième question, c'est la gestion en fait des terres agricoles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, il y a une espèce de guerre autour des terres agricoles. On a même des Chinois qui essayent de faire la main basse sur les terres agricoles en France. Qu'en est-il en Hongrie ? Alors, en Hongrie, il y a presque 10 ans déjà, c'est une des mesures du premier mandat d'Orban, enfin quand il est revenu au pouvoir, il a fait un premier mandat de 98 à 2002, mais revenu au pouvoir en 2010. Il est impossible en Hongrie d'acheter pour une exploitation commerciale plus d'un hectare de terre pour un étranger. Donc si vous êtes étranger et vous voulez faire de l'exploitation agricole en Hongrie, vous devez faire une société hongroise qui, elle, pourrait être propriétaire. Mais du coup, il y a tous les outils légaux pour la Hongrie de réagir en cas d'abus. Voilà. Mais une personne étrangère ne peut pas acheter des terres agricoles pour une exploitation commerciale. Et troisième question,
Pareil, avec Macron, ils sont les meilleurs ennemis, parce qu'ils adorent se montrer l'un l'autre pour leur propagande dans leur propre pays, dans leur pays respectifs. Mais en réalité, il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils s'entendent très bien. Il y a 2 sujets sur lesquels la France et la Hongrie sont objectivement alliés au niveau de l'Union européenne. C'est la question agricole, face à l'Allemagne notamment, et surtout le nucléaire. Sur le nucléaire, il y a objectivement une vraie entente entre la France et la Hongrie, parce qu'on est dans... enfin, en tout cas, depuis que Macron a révisé sa position, mais la Hongrie était plus constante là-dessus. D'ailleurs, il y a le projet en Hongrie pour l'avenir, la Hongrie mise sur le nucléaire et le solaire en appoint, avec l'objectif d'ici 10-15 ans, je crois, pour que le nucléaire fasse 80% d'électricité en Hongrie. Donc là-dessus, la Hongrie, pareil, ne démord pas de sa position pro-nucléaire. Et donc, en ce moment, c'est quelque chose où la France et la Hongrie peuvent coopérer. Oui, du coup, monsieur, je voulais vous demander comment se positionnent Viktor Orban et les autorités hongroises vis-à-vis de tout ce qui est covidisme et les restrictions de libertés individuelles qui en découlent et qui passent notamment par la Commission, l'Union européenne. Et les médias. Ouais, ce qui va venir, et c'est les médias qui ont fait vraiment céder Orban. C'est-à-dire qu'en fait, la Hongrie, comme je l'ai dit et je le répète, c'est très important parce que je suis souvent confronté à des fantasmes là-dessus. La Hongrie est un petit pays qui a des petits moyens. Face à la pression euro-atlantique et de tous les médias sur le Covid, Orban, il est là aussi très pragmatique, beaucoup plus qu'idéologique, même s'il a des éléments idéologiques qu'il met en avant, mais il reste toujours très pragmatique. Lorsqu'il a vu que la majorité de la population commençait à avoir peur de ce qu'on sait, du Covid, et bien il a tout simplement dit, bon bah très bien, alors on va prendre des mesures. Là, le printemps 2020, il y a une seule mesure, il y a un certain nombre de magasins qui ont fermé, mais ils ont dit surtout, restez chez vous dans la mesure du possible, c'est tout. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sanction. Les gens ont respecté. Ensuite, il a toujours été à reculons là-dessus, parce que, principalement, son électorat était résistant à ça. C'est en fait, l'électorat du Fidesz est assez partagé sur cette question, c'est l'électorat le plus partagé, parce que c'est une sorte d'union des droites, et donc dedans, il y a de la droite libérale atlantiste, mais il y a aussi de la droite plus nationaliste, voilà. Et donc, il y a beaucoup d'électeurs de Viktor Orban qui sont très hostiles au Covid. Donc pour lui, là aussi, il a dû faire un travail d'équilibriste. Et la Hongrie a fait ce qu'elle sait si bien faire, c'est-à-dire, à chaque fois, être les premiers à prendre des mesures, le montrer de manière ostensible, et ensuite ne pas faire de zèle. En Hongrie, par exemple, ils ont très vite mis en place les QR codes. Ils n'ont jamais scanné. Ils ont très vite mis en place la vaccination, en offrant la possibilité de faire tous les vaccins. Ils ont très vite mis en avant on est les plus vaccinés en Europe. En fait, depuis, ça stagne. Et à l'heure actuelle, la Hongrie est avant-dernière en termes de vaccination en Europe. Mais la communication est passée. Et dans les études d'opinion, les Hongrois pensent toujours qu'ils sont parmi les plus vaccinés en Europe. Okay. Donc, c'est toujours ce côté faux-semblant, toujours ce côté... Il y a un petit fond culturel byzantin quand même en Hongrie. Hein, on ne va pas se mentir. Donc il y a toujours ce côté oui, et puis ensuite faire un peu autrement. Voilà. Et je conclue juste là-dessus avec une anecdote qui va vous en dire long. Moi évidemment j'étais très hostile à toutes ces mesures, et lorsque à l'automne 2020 les mesures commençaient à se durcir, je me suis plaint, et ma vieille tante qui a bien connu le communisme m'a dit mais t'as pas compris, c'est un retour à la normale. C'est-à-dire que ce sont des règles absurdes, auxquelles personne ne croit, dont les dirigeants sont dispensés. Tout le monde sait que c'est bidon, mais personne n'ose l'ouvrir, parce que si tu l'ouvres, tu as des problèmes. Retour à la normale du communisme, c'est tout. Est-ce que l'Hongrie souhaite rentrer dans l'euro ou bien garder son forint ? Non, la constitution hongroise a été changée en 2011, et dedans il a été mis que le forint est la monnaie nationale. À l'heure actuelle, Orban est opposé à rentrer dans l'euro. Alors justement, je prends la parole pour vous la donner, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez un regard assez critique sur Orban, et ça m'intéresserait que vous ayez justement un échange là-dessus. Alors, moi, à titre personnel, que ce soit moi ou mes équipes, nous n'avons pas de regard critique sur Orban en Hongrie. Moi, il y a 2 choses que je refuse. C'est clair, et Romain Bessonnet avait fait un travail technique qui jusque-là n'a été attaqué par personne, sur le groupe de Visegrad. C'est que, ce n'est pas notre monde. Point.
ça ne nous regarde pas, ce sont des pays avec lesquels nous n'avons rien à faire, qui ont toute leur liberté sur leur territoire, ce que j'ai dit pour tout le monde, et d'ailleurs moi ça m'a toujours été reproché, parce que moi j'ai toujours eu cette logique-là, et mes hommes aussi, pour tous les peuples blancs et les peuples non blancs. Parce que quand on dit Orban a tous les droits chez lui dans une assemblée nationaliste, tout va bien, quand je dis que c'est la même chose pour Erdogan, tout de suite ça se crispe. Je le dis tout de suite. Moi je l'ai toujours été, et vous n'avez pas une déclaration en 18 ans de mes hommes de contraire là-dessus. Je dis juste que, ce n'est pas le héros d'un nationalisme comme nous devons le vivre parce que rien à voir. Petit pays, situation enclavée, pas d'accès à une mer majeure, pas puissance nucléarisée, etc. Rien à voir. Orban fait tout ce qu'il peut avec les cartes qu'il a, et gloire à lui, chez lui, mais à titre personnel, quand je vois en réalité, et là je mets vraiment les mecs du Visegrad Post à part, moi il y a un orbanisme qui me débecte, que de quelqu'un que notre camarade entre autres connaît, que je ne nommerai pas ici, mais qui a écrit un ouvrage dithyrambique sur Orban qui n'a pas de sens pour quelqu'un qui parle à peine hongrois en plus, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Lamberterie qui moi m'a toujours conseillé sur les affaires hongroises. Le problème, c'est que je n'aime pas les gens qui en réalité sont des soldats de l'Allemagne et qui disent « Voyez Orban, il collabore, finalement il ne fait pas grand-chose, mais il ouvre sa gueule et nous, ça nous fait du bien d'ouvrir la gueule face aux gauchistes. » Voilà. Ça, c'est de la psychanalyse. Ce n'est pas du nationalisme. Ça fout en l'air les pays. Et le pire, c'est que c'est un mauvais... En plus, je le dis, pour Orban, c'est un mauvais procès à lui faire que de le soutenir de cette manière-là. Parce que je pense que le personnage, avec tout ce que je pense de lui de négatif, vaut quand même mieux que ça. Deuxième chose, moi, c'est assez simple. Je ne veux pas, moi, que la Hongrie se développe, que tous les pays se développent, moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Je ne veux pas de la logique des fonds structurels, je suis frexiteur. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on ponctionne la France pour qui que ce soit. À la rigueur, je vais même en provoquer certains d'entre vous, et là je mets la Hongrie à part. Je ne supporte pas l'idée de payer pour des gardes frontières baltes, dont le principal but est un jour de tirer une balle en l'air pour faire la guerre au Popov, pour voir si l'article 5 de l'Alliance, faire l'article 5 de l'OTAN est autre chose que du chocolat. Ils vont très vite... Qui s'y amuse ? Qui s'y amuse, parce que les Russes font de la guerre en patin en Ukraine parce qu'ils estiment que c'est chez eux. S'ils attaquent les pays baltes, ils vont taper sans les gants. Ça ne durera pas longtemps. Mais par contre, je sais ce que les Ruskov, ce que les Popov pensent des Baltes. Et encore, il y a 25% de Russes dans ces pays-là, ce qu'on oublie. Et qui ont un statut discriminatoire permis par le droit européen. Essayez de faire la même chose avec vos migrants, vous allez voir, vous allez prendre un tour devant 8. Donc, or, le problème, si tu veux, c'est que moi je préfère à la rigueur que l'argent de mon pays serve à payer la principale force qui arrête les immigrés qui arrivent chez moi, et tu sais ce que c'est ? C'est l'armée populaire algérienne, quoi qu'on en pense. Que d'ailleurs nos gauchistes français, de la NUP, tout arabophile qui soit, font article sur article dans le Soir d'Alger pour dire que l'Algérie devrait arrêter d'être aussi dure avec les migrants, parce que c'est l'un des pays les plus durs au monde avec les migrants. Quand tu es chopé par l'armée populaire algérienne, ils te raccompagnent en plein désert et ils disent maintenant, fais le deuxième tour à pied. C'est un humour un peu froid, l'humour algérien, si tu veux. Ou chaud, enfin, c'est ça. Si tu veux, ils ont des colères chaudes et un humour froid, c'est le problème. Tu sais, c'est ce que disait Boulaïmine, ils n'ont pas une pomme d'Adam, ils ont une patate d'Adam. Donc, le trop de violence. Alors, voilà le problème. Moi, je n'ai rien contre Orban en soi. J'avais même pris sa défense en 2011 dans l'une de mes premières interventions publiques sur l'affaire de la monnaie, parce que je me suis dit, lui, il cherche les emmerdes. D'ailleurs, je peux rajouter quelque chose là-dessus, un élément très important à se rappeler. Lorsqu'il est revenu au pouvoir en 2010, il a une majorité constitutionnelle, et c'est là qu'il change la constitution, où il met que le forint est la monnaie nationale, que ce soit écrit noir sur blanc, mais il a voulu aller plus loin, et il a pris des risques. Il s'est attaqué au statut de la Banque centrale. Exactement. Ça, ils ont moyennement apprécié. Et ça, ils n'ont pas aimé. Parce que le coup le mariage, c'est un homme, une femme, etc., il y a des gens que ça excite à Bruxelles, mais en réalité, les institutions européennes s'en foutent complètement. Mais en réalité, parce qu'ils sont patients, ils l'auront ça tôt ou tard, pense-t-il, mais peut-être. Mais en tout cas, touche pas au Grisby, salope, je peux faire la citation complète, c'est la culture. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé. Lorsque Orban a dit le Parlement national doit avoir le contrôle de la Banque centrale nationale, le forint a perdu 25% en 24 heures. Quelqu'un a appuyé sur un bouton à Francfort, plus personne ne pouvait s'acheter d'essence. Je me souviens très bien, j'étais à Budapest ces jours-là. Du jour au lendemain, on a vu les choses changer, c'était incroyable.
Et puis ensuite, Orban a dit, bon d'accord, on arrête. Hop, le forint a repris son cours normal, comme c'est étrange. Bon, Orban est quand même un filou, parce que du coup, la Banque centrale est restée totalement indépendante. Elle a dû choisir un directeur complètement indépendant, mais qui se trouve être un proche d'Orban, et qui est bien en place depuis, et il y a une très bonne entente entre le gouvernement, l'Assemblée et la Banque centrale. Mais sur le papier, il n'a pas pu changer ça. Voilà. Et juste un dernier point pour conclure, il y a une chose, voilà, nous, ça a été la seule chose pour laquelle, ça et le fait qu'il y a des fantasmes dans une partie du milieu national sur la Hongrie, il y a des fantasmes qui touchent la Hongrie ou dans lesquels les Hongrois ne sont pas responsables. J'ai donné un exemple simple. Aujourd'hui, pour un emploi industriel perdu en France, les pays de l'Est nous coûtent plus cher que la Chine. C'est un état de fait. Vous demandez à Murer, vous demandez à Sapir, mais parce qu'une partie de la droite, de toute façon, commence, parce qu'elle est supplétive intellectuellement par nature, à épouser le racisme anti-jaune, on va être très honnête avec ça. Moi, j'ai été viré des milieux d'intelligence économique pour ça en 2010. Moi, je ne veux pas qu'on oublie que ces pays-là nous coûtent cher, qu'ils doivent, et que c'était d'ailleurs le plan que la France avait pour eux à la chute du communisme, c'est-à-dire qu'ils aient une zone de libre-échange à eux, fermée pour qu'ils puissent se développer à part, ce qui est la règle du développement. On se développe toujours avec un protectionnisme quelconque. Le seul pays qui fait de la croissance en Europe de l'Ouest, c'est l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que le taux de l'euro est un taux protectionniste vis-à-vis de ce que le Deutschmark serait. C'est un état de fait. C'est du protectionnisme monétaire bête et méchant. Or, le problème, c'est que je ne veux juste pas qu'on me dise le but de la France, c'est d'être la Hongrie, le but d'un nationalisme français, c'est d'être Orban. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et dernier point, il y a par contre deux choses, et là tu vas voir que je peux aller loin, qu'il y a à apprendre d'Orban. Il y a une chose que je reconnais à Viktor Orban. Enfin, il y a deux choses que je reconnais à Viktor Orban qui sont à apprendre de lui. Premièrement, il sait jouer, ce qui prouve quand même que c'est un homme intelligent, de la multipolarité. Utiliser le touranisme pour ce que ça valait en Hongrie avant lui, il fallait oser. Oui, il a osé. C'est un très joli coup. Il a quand même réussi à un moment, je crois que c'était en 2018, où en un mois, il a fait un sommet de l'OTAN, un sommet panturcique avec Erdogan et tous les... C'est là où il lui a sorti, on est fils d'Attila. Il a reçu Merkel à Budapest, il a rencontré Poutine à Moscou, et il a été invité par Xi Jinping, c'était le seul dirigeant européen à un congrès du parti chinois. Alors que c'est un pays de 10 millions d'habitants qui n'a pas de capitale. Enfin, c'est... Ça mérite d'être noté. Et deuxièmement, alors il est vrai qu'il est aidé par le format de la Hongrie. Oui. Mais il y a une chose que Orban, c'est qu'Orban, il remplace tous les hommes qu'il ne peut pas qu'il peut démater. C'est-à-dire qu'il n'a aucune pitié, et là, c'est vraiment la culture politique d'Europe de l'Est, oui. C'est-à-dire le pluralisme, oui, on verra ça demain. Dégage. On est sur un principe féodal, ou néo-féodal. Il y a un principe de loyauté qui est essentiel. Eh bien, je vais dire, moi, j'en suis revenu, de mon républicanisme et de mon étatisme là-dessus. J'en suis beaucoup revenu, parce qu'il y a deux hommes un est en train d'être attaqué, l'autre a été défié par leur obsession du pluralisme. Le premier, c'était Donald Trump. Donald Trump a tout fait pour être accepté de l'État profond démocrate. Regardez ce que ça lui a coûté. Et aujourd'hui, là, pendant que nous parlons, il y a un vote du comité 1922 du Parti conservateur britannique contre Boris Johnson au moment où nous parlons. Ce vote, ils ne l'auront pas. Mais ce qui veut dire que Boris Johnson, avec tout ce que cet homme a fait pour la Grande-Bretagne dans les conditions qu'il a eues, enfin, il faut voir le bilan de Johnson. Il est supérieur aux 6 derniers premiers ministres britanniques. Mais, parce qu'il a trop tiré sur les profits du grand patronat britannique, que la City de Londres en veut encore plus par rapport à l'accord du Brexit, et que les cons de l'extrême droite britannique veulent encore une loi sur l'immigration, alors qu'il a fait la loi sur l'immigration la plus dure de toute l'Europe, et ça, c'est pas lui qui le dit, c'est la Commission européenne. Tu retrouveras le communiqué de la Commission européenne. Nous rassurons les citoyens européens, jamais une loi aussi dure contre les migrants ne passera tant que nous serons là. Entendez bien ça. Entendez bien ça. Or, les cons de la droite se disent « Oui, mais on en veut encore, là on veut la remigration tout de suite. » Le mec qui sort du Covid, il est en Ukraine, il faut en plus qu'il balance les Pakistanais à la mer. Enfin, dans la Tamise d'abord. Donc, le problème, ils ne gagneront pas. Mais pourquoi ? Parce que mon conseiller au Brexit, Jean-Michel Salmon, qui a écrit quand même une somme de près de 1000 pages en français sur la question du Brexit,
J'ai demandé à Jean-Mi qu'est-ce que tu en penses? Il dit une chose simple. Il a voulu la paix avec les hommes de Theresa May, il leur a donné des investitures, maintenant qu'ils les ont, ils mordent. Il ne faut jamais faire ça. Résultat, il vit son fantasme churchillien, Johnson. Churchill, n'oubliez pas, perd les élections à sortir de la guerre. Pourquoi? Parce que les anciens collabos britanniques, les hommes de Lord Halifax et de Chamberlain, le font perdre. Or, s'il y a une chose à apprendre des dirigeants d'Europe de l'Est, c'est que les traîtres, soit tu les mets sous cloche, soit tu les mets sous terre. Ça dépend des moyens dont tu as. Ça dépend si tu es russe ou si tu es hongrois. Mais, tu vois, le seul mec à qui on peut dire que Orban ne peut pas toucher, et ça c'est vrai, il ne peut pas toucher Soros. Mais Soros, pas parce que Soros en soit. Soros parce que c'est la diplomatie du Congrès des États-Unis. Et toucher à Soros, c'est toucher directement aux intérêts de l'État profond démocrate. Et ça, aucun chef d'État européen, quel qu'il soit, y compris d'une puissance nucléarisée, ne pourrait se le permettre. Et je rajoute que la campagne de communication entre Soros, parce que ça s'est arrêté une campagne de communication, a été en fait encouragée par Netanyahou. C'est Netanyahou qui lui a poussé cette ligne-là, qui a dit vas-y, tu peux y aller, tu peux pousser là-dessus, jouer carrément. Et d'ailleurs, il y avait eu un événement, un petit couac de diplomatie israélienne. L'ambassadeur israélien à Budapest avait réagi d'ailleurs à un moment dans le feu de l'action lorsqu'il y avait la première campagne anti-Soros il avait hurlé avec les loups en disant mais c'est de l'antisémitisme, etc. Et Netanyahou lui a dit non. Il est venu en Hongrie, il a dit non, tout va bien. Ça, il faudra quand même qu'on ça, c'est quelque chose qu'on pourra reparler de ça. C'est quelque chose qu'on pourra ce sujet-là. Ouais. Non, mais ça, c'est intéressant. Je voudrais juste rajouter une chose par rapport à ce que tu disais, par rapport aux fonds structurels. Il y a un truc très important. Il faut vraiment bien comprendre ce que sont les fonds structurels. Pour moi, c'est un système pyramidal. C'est une chaîne de Ponzi où ceux qui se font vraiment déplumer, c'est vous, en fait. Ça, c'est les contribuables français. C'est certainement ceux qui, en Europe, peut-être avec les Italiens, se font le plus dépouiller en ayant le moins de bénéfices. Vous êtes des contributeurs nets. Au milieu, il y a les pays d'Europe centrale qui bénéficient au moins de certains développements infrastructurels, mais c'est quand même au prix d'un dur labeur qui n'est pas récompensé correctement parce que dans les conditions du contrôle économique de l'Allemagne dans ces pays-là, il y a notamment le blocage des salaires à des niveaux bas et l'absence de syndicats et de protection des travailleurs. Il ne faut pas oublier ça. Et donc ensuite, une fois que le travail est fait et qu'il crée une valeur ajoutée grâce à l'apport de fonds structurels, donc votre argent qui est injecté là-bas pour des infrastructures, etc., il y a de la création de richesses, il y a des voitures qui sont fabriquées, de l'électronique, etc. Et les bénéfices de ça, ils vont où? Ils vont en Allemagne. Et pour les actionnaires allemands. Pas non plus le citoyen allemand qui bénéficie le plus de ça. Mais c'est une chaîne de Ponzi. C'est un système pyramidal. Et vous êtes du mauvais côté de la pyramide. Merci beaucoup, mon camarade. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.